L'événement de la soirée, vous l'attendez tous, et pour la première fois, et Jean-Paul, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, je crois que le cinématographe affiche complet sur les 3 salles en simultané, puisque pour éviter les frustrations, on a ouvert les 2 salles qui sont proches d'ici pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions le public et assister donc à cette conférence événement avec notre invité d'honneur qui est Hubert Reeves, monsieur Hubert Reeves. Alors avant toute chose, je vais appeler, puisque c'est une organisation de Provence-Alpes Agglomération, ce festival inventaire, je vais appeler la présidente de P2A, Madame Patricia Granet-Brunello, ainsi que le maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, premier vice-président de P2A, Patrick Martellini. Messieurs, dames. Et puis nous allons appeler donc notre invité d'honneur également, monsieur Hubert Reeves. Merci de l'applaudir encore. Monsieur le maire, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Merci et bonsoir à tout le monde et surtout bienvenue sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, au cœur de Provence-Alpes Agglomération, mais je laisserai le soin à notre présidente de vous dire quelques mots. Je voudrais vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue, mais en particulier à Hubert Reeves qui nous fait ce soir l'amitié et l'honneur d'être présent ici. C'est un vrai honneur pour moi, maire de cette commune, de vous accueillir ici, monsieur. Vraiment. Et je pense que tout le public qui est là, dans cette salle, et ainsi que dans toutes les autres salles réunies, partage de cette émotion que de vous voir ici. Donc j'espère que votre passage ici vous marquera. En attendant, nous, le fait de vous recevoir nous marque énormément et on attend avec impatience de pouvoir dialoguer avec vous. J'en dirai pas plus ce soir parce que c'est à vous que nous devons cette soirée et je vous remercie chaleureusement et je vous remercie, mesdames, messieurs, aussi de l'accueil que vous pouvez faire à monsieur Hubert Reeves ce soir. Je voudrais réaffirmer, et en présence de notre présidente, tout l'attachement que ce territoire a, et la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban en particulier, dans notre adhésion à Provence-Alpes Agglomération. Preuve en est ce soir, ce festival L'Inventaire, qui traditionnellement se faisait plus sur la commune de Digne-les-Bains, vient ici à Château-Arnoux-Saint-Auban, au cœur de la Moyenne-Durance, au cœur de l'ancienne communauté de communes de Moyenne-Durance, et je crois que c'est un signe fort de ce qui se passe, et puis surtout des projets que nous sommes en train de construire. Il y a de nombreux élus dans la salle, de nombreux maires, il y a même notre député d'arrondissement que je salue volontiers. Donc j'espère que nous allons passer une jolie soirée. Et sans plus tarder, Patricia, je te cède la parole. Merci beaucoup Patrick, merci Nicolas. Donc vous le savez, Provence-Alpes Agglomération, donc toute jeune communauté d'agglomération, a repris Inventaire, et fort heureusement je dirais, cette 7e édition. Et je crois qu'il manque, on aurait dû l'appeler Nicolas Patrick Vivos, puisque si on a cette 7e édition, c'est grâce à 2 personnes, à plein d'autres personnes, mais il faut toujours des moteurs, et donc le moteur c'est Nicolas Morel, le moteur technicien, et le moteur élu, c'est notre vice-président au développement durable, Patrick Vivos. Et donc, je crois que c'est important de les applaudir. L'agglomération, c'est une belle aventure. C'est une aventure compliquée, mais je crois que tout est compliqué. Mais c'est comme ça. Et donc, l'eau est une ressource précieuse, une ressource que ce département possède, une ressource que ce département doit préserver. Et la biodiversité aussi, donc j'en mesure toute l'importance. J'en mesure d'autant plus l'importance que nous avons ce fameux UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Cet UNESCO Géoparc dont le périmètre va s'étendre pour rejoindre la Durance et les communes que nous avons vues dans le film, et nous y travaillons actuellement, et ce qui nous permettra vraiment de pouvoir, à travers ce label, faire préserver vraiment ce territoire, tous ses atouts, parce qu'ils sont nombreux.
Aujourd'hui, j'étais encore pas sur le département et on m'a encore reparlé de nos paysages remarquables et de toute cette nature qu'il nous faut préserver tout en faisant du développement. Et puis, moi, j'ai des questions à Hubert Reeves. Hein, donc, tu l'as dit, Patrick, c'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir ce monsieur, ce grand monsieur. Et je voudrais qu'on l'applaudisse aussi tous très, très, très fort. Et donc, pour faire un peu de philosophie, toute simple, hein, humanité et biodiversité, monsieur Reeves, et moi je pose la question, je n'ai pas la réponse, ou du moins j'ai, voilà, l'homme avec un est-il vertueux? C'est une question, c'est d'autant plus une question que on mesure que les enjeux qui nous attendent sont énormes, que l'urgence est là de protéger cette planète. Et mardi soir, c'était mardi soir que nous avons lancé Inventaire, hein, c'est ça, avec Cyril Dion, c'était le début d'Inventaire. Nous nous sommes dit tous, il y avait le directeur du SDIS, plusieurs personnes, nous nous sommes dit, mais là, nous sommes là, nous, juste un instant, mais nous sommes là pour assurer l'avenir de nos enfants. Je crois que les enjeux sont multiples. Et je crois qu'il va falloir se battre pour que justement nous ne soyons pas fusionnés dans les poussières d'étoiles. Merci, monsieur Reeves, d'être là avec nous. Merci à vous tous. Merci bien, Patricia Granet, Patrick Martellini. Hubert Reeves, avant de laisser place à votre film, La Terre vue du cœur, qu'est-ce qui vous pousse à venir encore jusqu'à nous ici? Vous êtes déjà venu dans le département cet été à Saint-Michel de l'Observatoire. Quelle est la flamme qui vous anime pour encore participer comme ça à des conférences de ce type? Oui. Alors, d'abord, est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière. Levez la main, s'il vous plaît, à l'arrière. Merci, merci. Parce qu'un jour, comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, ben, on n'entendait rien. Alors, inutile de vous dire que si vous restez passif, moi, j'ai plus rien. Donc, je vous fais confiance. S'il y a un problème avec la voix, avec le micro, vous levez les deux mains et vous dites, on n'entend rien. C'est essentiel, autrement, on perd son temps, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je suis venu ici? Parce que je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir conscience de ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui se passe devant nous, qu'est-ce qui est devant nous comme avenir, quelles sont les menaces qui pèsent sur nous, mais aussi, c'est un autre aspect que je pense qui est important, c'est de combattre la morosité, qui est une chose qui s'étend de plus en plus, avec des quantités de gens qui disent « Ah, c'est foutu, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'avenir, les enfants se découragent ». Je pense que ça, c'est très mauvais. C'est peut-être ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire que de dire c'est foutu, que ce soit foutu, c'est de dire que c'est foutu. Parce que quand vous le dites, vous le faites. C'est une question d'attitude, c'est une question dynamique. Et c'est pour ça que j'aime bien venir présenter la situation avec le plus d'objectivité possible, mais aussi en montrant ce qu'a fait M. Cyril l'autre jour, qu'il y a un avenir possible, que c'est faux de dire que nous sommes foutus. Il y a un avenir et il y a le film que vous allez voir justement a un peu ce but d'illustrer des gens, des possibilités qui montrent comment personne ne connaît l'avenir. Personne ne sait comment sera dans cette planète dans 50 ans. 50 ans, c'est pas loin. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien mieux. L'important, c'est d'être aujourd'hui d'attaque, c'est-à-dire se dire, nous sommes devant un gros problème. Nous pouvons le résoudre si nous nous y mettons tous. Ça va être difficile, mais il faut surtout garder le moral. Et c'est ce qu'il y a de bien dans ce film que vous avez vu et dans le film que vous allez voir aujourd'hui. Ce sont des gens qui agissent, qui font des choses, qui ont cette dynamique d'avoir l'impression qu'eux ne sont pas
en train de désespérer, mais que eux déjà ont commencé à réagir. Ça, c'est le phénomène le plus important aujourd'hui. Il y a des choses qui se font, il y a des possibilités, mais ça va être très difficile. Alors, la raison pour laquelle j'aime ce film, c'est que le titre, vous l'avez vu, c'est « La Terre vue du cœur ». Pourquoi du cœur? Eh bien, parce que si on se contente de voir la Terre du point de vue du mental, ça n'éveille pas les énergies qu'il faut pour agir. C'est une chose de savoir des choses, et ça, vous les savez, vous les avez dans vos journaux, tous ces problèmes à la télévision. Il n'y a pas un soir, vous n'avez pas une émission qui vous raconte encore quelques potentielles catastrophes. C'est une chose de voir, c'est une chose de se sentir dans un mouvement de groupe qui prend de l'ampleur un peu partout sur la Terre aujourd'hui, de tous les gens qui disent non, on veut un avenir, on ne va pas se laisser décourager, on ne va pas se laisser déprimer, on a des forces. Vous m'avez demandé si l'être humain était vertueux. Je dirais ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est énorme. Énorme dans le sens qu'il y a le meilleur et le pire. Il faut bien le savoir, nous faisons partie d'une race qui est très litigieuse parce qu'en nous, il y a des Hitler et il y a des Mozart. Il y a toutes ces possibilités à l'intérieur de nous-mêmes et c'est cet aspect de nous-mêmes que nous devons maintenant mettre en avant. Nos forces, nous sommes géniaux. Quand nous en donnons la peine, les humains ont fait des choses géniales à des moments extrêmement dramatiques, mais il fallait d'abord qu'ils soient décidés, qu'ils soient actifs, qu'ils soient mentalement, c'est-à-dire qu'ils soient au courant de la situation et qu'ils voient que depuis plus d'un siècle, d'ailleurs, il y a des gens un peu partout sur cette terre qui sentent la menace que nous sommes vers nous-mêmes, vers notre avenir, et qui ont décidé de réagir. C'est-à-dire de ne pas se contenter de déplorer, c'est dommage, on fait ci, on fait ça, mais de prendre en charge des éléments qu'il faut pour essayer qu'il y ait un avenir. Donc, c'est ça, moi, je pense que qui est intéressant de dire. C'est une des raisons pour lesquelles, en plus de votre beau pays, que j'aime beaucoup, ce qu'il y a en plus de ça, c'est d'essayer de donner cette énergie, cette attitude qui n'est pas une attitude défaitiste, mais qui est une attitude innovante, qui cherche à réveiller l'imagination des gens. On ne sait pas très bien comment on va résoudre ces problèmes. Il y en a beaucoup, mais c'est place à l'innovation. Et encore une fois, quand les humains sont décidés, ils font des merveilles. Pas toujours, mais c'est une possibilité. L'être humain, moi je dis, le mot que j'aime bien pour dire ce qu'est l'être humain, c'est l'adjectif énorme. Nous sommes capables du pire et du meilleur. Il faut simplement être axé, il faut simplement être mobilisé. Et nous avons là l'occasion de nous mobiliser. Et peut-être qu'au total, cette crise n'est pas une chose si mauvaise, puisque, comme vous savez, quand le bateau coule, les marins cessent de se disputer. C'est un mouvement d'ensemble qui peut amener une plus grande relation, meilleure relation entre tous les êtres humains, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Et voilà. La terre vue du cœur, donc, c'est tout ça. La terre vue du cœur, c'est voir la terre, non pas seulement avec l'esprit, mais avec le cœur, c'est-à-dire avec des affects, avec des sentiments, avec quelque chose qui vous remue, pas seulement les neurones, mais aussi les tripes. Quelque chose qui fait qu'on se sent d'attaque, qu'on se sent prêt à faire quelque chose et à mobiliser les énergies qu'il faut. On se retrouve dans une heure et demie à peu près, Hubert Reeves. On va vous laisser vous reposer un peu parce que vous êtes arrivé directement de Paris, là. D'accord. Je tiens à préciser une chose, c'est que cette soirée a été rendue possible aussi par un partenariat qui est très fructueux avec le cinématographe, et je salue Jean-Paul et Jimmy pour leur professionnalisme, et également l'association Objectif Nature en Haute-Provence, qui a programmé ce film. Merci à tous, et puis on se retrouve tout à l'heure. J'avais une question à vous poser sur le film qu'on vient de voir, donc La Terre vue du cœur, qui est vraiment émouvant sur plusieurs aspects. On a vu à peu près tous les enjeux environnementaux des prochaines années, et puis tout ce qui se fait déjà, notamment au Canada, au Québec. Est-ce que l'appropriation de la nature
et cette sensibilité à la nature dont on dit aujourd'hui que beaucoup de gens l'ont perdue, est-ce que c'est uniquement aujourd'hui une affaire de cœur? Est-ce que c'est uniquement une affaire? Est-ce que vous entendez? Non. Je crois que c'est une affaire de cœur fondamentalement, puisque nous avons des parents, des enfants, nous aimons nos enfants, nous sommes inquiets de savoir si cette planète va rester habitable. Le risque, c'est tout ça. C'est comment ça va se passer dans les décennies à venir. Donc, notre engagement, il est surtout affectif. Pourquoi défendre les êtres humains? Pourquoi ne pas les laisser, puis s'ils en ont envie, puis qu'ils font des tas de bêtises, pourquoi ne pas les laisser se détruire eux-mêmes? Pourquoi insister? C'est affectif, c'est que nous avons des amis, nous aimons des gens et nous avons envie que, comme nous, ils aient une vie vivable et que la vie continue sur la Terre avec toutes les activités, la science, l'art, la musique, toutes ces choses très bien que nous avons produites. Nous n'avons pas fait que des bêtises. Nous avons fait également des choses valables, comme la musique, la science et la compassion, l'Amnesty International, la Croix-Rouge. Ce sont des éléments positifs qui font que si nous disparaissions, ce serait dommage. Voilà. Je crois que nous avons apporté sur cette planète des éléments qu'aucune autre espèce avant nous n'a apporté. Vous avez déjà vu des lions manger des gazelles. Les lions s'intéressent aux gazelles malades, mais pas pour les soigner. Nous avons la SPA, vous voyez, tous ces éléments humains qui sont de l'ordre de, c'est des choses valables, c'est des choses que nous apprécions aussi bien mentalement qu'avec le cœur. Alors, Cyril Dion disait mardi soir que cette sensibilisation, c'est avant tout une histoire d'histoire. Chacun d'entre nous a son histoire, sa culture, son éducation. Et l'histoire que nous sommes en train de vivre, on dit qu'on a une époque charnière de l'humanité, vous avez voulu la replacer dans l'histoire globale de la Terre et de l'univers. C'est ce que vous allez nous présenter maintenant. C'est ce que je vais vous présenter maintenant, oui. Je vous laisse. Alors, l'idée, c'est de prendre du recul, de se dire comment on s'est enfoncé dans ce pétrin. Qu'est-ce qui fait que maintenant nous sommes dans une situation tellement inquiétante? Qu'est-ce qui a déconné, excusez-moi le mot, pour que nous soyons aujourd'hui inquiets à l'échelle de quelques décennies? Eh bien là, l'histoire de l'astronomie nous apprend des choses intéressantes qui nous permettent de prendre du recul. On va réfléchir sur le passé. Et pour essayer de comprendre, je fais cette petite organisation qui consiste à vous raconter deux histoires. Une histoire que je vais appeler la belle histoire, qui est la nôtre. Comment nous en sommes venus à exister ici aujourd'hui, chacun avec notre gros cerveau, avec notre corps, qui est une merveille sans nom. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous en soyons arrivés là, que nous soyons nés, que nous soyons ici aujourd'hui? Eh bien, la science nous apprend des choses très intéressantes là-dessus. Elle nous apprend notre rapport avec l'univers. Un événement important qui s'est passé il y a à peu près un siècle, c'est que nous avons découvert des éléments qui nous parlent de notre univers et de nous dans notre univers. Nous sommes un des produits de l'évolution du cosmos. À notre connaissance, peut-être le produit le plus avancé. Je vous dis peut-être parce qu'on ne sait pas, il y a peut-être autre chose ailleurs sur d'autres planètes, ça on n'en sait rien. Mais à notre connaissance, le produit le plus complexe, le plus performant, c'est le cerveau humain. Comme je vous disais tout à l'heure, l'être humain, c'est une merveille extraordinaire et c'est en grande partie son problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos? L'astronomie nous en parle. Et l'écologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, attention, vous êtes très bien, vous êtes fantastique, vous êtes formidable, mais êtes-vous capable de vivre avec votre puissance? Êtes-vous capable de gérer votre puissance pour ne pas s'en servir pour vous éliminer? Et ça, ce n'est pas purement académique. Les plus anciens d'entre vous se souviennent de la guerre froide. La guerre froide, c'était entre 1950 et 1990, à une période
aux 2 arsenaux militaires nucléaires entre les États-Unis et la Russie étaient prêts à entrer en conflit et qu'on est venu tout près à plusieurs reprises d'avoir un conflit. Je vous assure que si on avait eu un conflit à cette période, on ne serait pas ici ce soir. La vie aurait peut-être disparu sur la Terre. Vous voyez comment le fait que nous sommes intelligents nous a aidés. Nous sommes nés il y a à peu près 200 000 ans, je parle de notre espèce, dans des conditions très difficiles parce que les êtres humains ne sont pas très bien nantis pour se défendre. Ils n'ont pas des griffes comme les tigres, ils ne courent pas comme les guépards, ils ne volent pas comme les oiseaux, ils sont vraiment de la chair pour les bêtes sauvages. Mais heureusement, ils ont reçu en cadeau, là je parle avec des guillemets, ils ont reçu en cadeau un cadeau qui nous a sauvés, c'est l'intelligence. Ils ont été en mesure de faire des armes et ces armes-là leur ont permis de manger. Parce qu'évidemment, le problème à toute période, mais aussi à celle-là, dans le monde, c'est manger et ne pas être mangé. C'est ça qui permet à une espèce de durer. Eh bien, cette espèce qui a reçu en cadeau ce cadeau de l'intelligence, qui l'a sauvée, cette intelligence est un phénomène tellement extraordinaire qu'on a fait des armes de plus en plus puissantes. On a commencé par des arcs et des flèches, ensuite on a fait des frondes, on a fait des fusils, on a fait des canons, on a fait des bombes, et puis au XXe siècle, on a fait des bombes atomiques, et on les a fait exploser au Japon. Et pendant toute cette guerre froide, la terreur, c'était une guerre nucléaire qui aurait pu nous faire disparaître. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous sommes extrêmement puissants. Nous faisons des bateaux qui pêchent plus de poissons qu'on n'en a jamais fait dans le passé, avec une limite sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Aujourd'hui, on pêche 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit naturellement. C'est là que nous rencontrons nos limites. Nous sommes intelligents, nous sommes capables de faire des armes de plus en plus puissantes. Nous ne sommes absolument pas capables d'accélérer la quantité de poissons qui apparaît dans l'océan. De la même façon, nous déforestons au Congo, en Amazonie, en Malaisie. Nous avons des machines qui coupent les arbres à des vitesses extraordinaires. Si vous avez vu ça à la télévision, c'est impressionnant. Ils les prennent comme des allumettes. Et en un rien de temps, aujourd'hui, en Malaisie, on est en train de couper tous les arbres pour les remplacer par des palmiers. Total, que nous sommes en train de stériliser la Terre. Un autre phénomène important, ça s'appelle l'érosion de la biodiversité. Je vais vous rappeler un souvenir. Rappelez-vous les plus âgés, quand vous alliez en voiture la nuit. Vous étiez souvent obligé de vous arrêter pour nettoyer les pare-brises. Vous vous souvenez de ça? Ça ne vous est pas arrivé souvent aujourd'hui. Ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce que nous avons éliminé les insectes. Nous sommes comme ça. Quand nous nous mettons à faire quelque chose, notre puissance est telle que nous pouvons éliminer les insectes. Nous sommes en train d'éliminer les vers de terre. Ça, c'est très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que les vers de terre, ils font des tunnels et ça oxygène le sol et ça laisse passer l'eau et ça fertilise les sols. Avec la destruction des vers de terre que nous avons ici en France, dans beaucoup d'autres pays, jusqu'à 80% de destruction, on voit très bien qu'il n'y a pas d'avenir dans ça. Donc, nous sommes concentrés à essayer de vivre avec notre puissance, c'est-à-dire essayer de faire que notre puissance ne nous élimine pas. Ce n'est pas garanti. C'est ça le problème présent. Aussi bien par la guerre nucléaire, bon, maintenant c'est moins dramatique, bien que M. Trump et M. Kim Jong-un se détestent et brandissent leurs armes, nous sommes quand même menacés aujourd'hui. Notre présence sur cette terre est menacée par quoi? Pas par les forces naturelles,
pas par les bêtes féroces comme dans le passé, par nos propres inventions. Et il nous reste à nous de prouver que nous pouvons vivre et coexister avec notre puissance sans nous éliminer. Ça, je pense que c'est la chose, en peu de mots, c'est tout le problème aujourd'hui. Le problème, c'est d'empêcher nos armes, notre puissance de nous éliminer, nos propres inventions. Comment on peut faire? Eh bien, c'est intéressant, là aussi, de se mettre dans un background un peu plus historique. Nous avons, notre espèce, à peu près 300 000 ans. C'est la somme que nous disons. Et nous sommes déjà dans le collimateur de notre extinction. Il y a des animaux sur la Terre, je pense aux tortues, j'aime beaucoup les tortues parce que c'est un bon exemple. Les tortues existent depuis 200 millions d'années, nous trois. 200 millions d'années, et elles ont survécu à des quantités de catastrophes météorologiques, géologiques, astronomiques ou autres, et elles se portent encore très bien, sauf si nous arrivons à les ménager. Alors, on va demander aux tortues, on va dire, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour durer aussi longtemps? Nous, après 3 millions d'années, on est déjà dans le collimateur de la 6e extinction. Vous avez 200 millions d'années et vous nous dépassez sur tous ces plans. Et le message des tortues, le message des biologistes en étudiant ces questions, je devrais dire, mais je le prends comme le message des tortues, c'est de dire il y a une seule façon de durer sur la Terre. Depuis la naissance de la vie sur la Terre, il y a environ 3 milliards d'années, un très grand nombre d'espèces sont apparues. Un très grand nombre d'espèces sont disparues. Plusieurs durent encore. Je vous ai cité les tortues. C'est à elles que nous allons demander leur secret. Et leur secret, il est très simple. Le secret, c'est de vivre en harmonie avec la nature, de ne pas saccager la nature, de s'intégrer dans un écosystème dans lequel on prend et on donne, mais avec en vue la durée, ce que les animaux font spontanément. Aucune espèce autre que nous n'a jamais menacé toute la vie sur la Terre. Donc, on a de grandes qualités, mais on a aussi ce vilain défaut d'avoir de la difficulté à vivre en harmonie avec la nature, à nous intégrer dans des écosystèmes. Et c'est la recette, depuis que la vie existe sur la Terre, c'est la recette universelle. Donc ça nous dit bien ce qui se passe. Si nous n'arrivons pas à gérer notre puissance, à avoir des activités durables, eh bien nous disparaîtrons. La nature ne fait pas de cadeaux. Il y a eu beaucoup de gens avant nous qui sont nés, qui sont morts, beaucoup d'espèces qui sont nées et qui sont mortes, et la nature ne fait pas de cadeaux. La règle, c'est la règle générale, c'est la règle pour tout le monde. Si les êtres vivants n'arrivent pas à coexister avec les autres êtres vivants dont nous sommes dépendants sur tous les plans, que ce soit les abeilles ou les vers de terre ou tous les animaux et les plantes, nous disparaîtrons. Ça, c'est le message très net que nous donne aujourd'hui la science. C'est, je dirais, ce qu'il faut retenir. Nous sommes très puissants, nous sommes trop puissants, nous vivons au-dessus de nos moyens, nous gaspillons, nous détériorons. La recette, c'est apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Et ça, c'est pas facile. Ça va pas être facile, mais c'est possible. C'est ce qu'il faut dire. Il y a déjà en ce moment énormément d'efforts qui se font un peu partout dans le monde. Les efforts pour garder la planète habitable, c'est pas récent. Les premières manifestations, à ma connaissance, c'est vers 1875 aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à cette période? On vient de tuer 60 millions de bisons. On les a exterminés. On tue les baleines, on pêche les baleines à 50 000 par année, et tous les biologistes sont convaincus que les baleines sont un animal qui va disparaître. On a créé une commission baleinière, et aujourd'hui, une des bonnes nouvelles de l'an dernier,
c'est qu'il y a en Suisse une liste des animaux qui sont menacés d'extermination. Plus ou moins, ça s'appelle la liste rouge. Les baleines qui étaient sur cette liste rouge depuis des années ont été enlevées de la liste rouge. Ça veut dire que les efforts qui ont été faits pour sauvegarder les baleines ont servi à quelque chose. Et aujourd'hui, les baleines, qui s'appellent les baleines à bosse, maintenant, on sait qu'il n'y a plus de problème avec elles. On a retrouvé ici en France les loutres qu'on croyait disparues, les castors qu'on croyait disparus. Ils sont revenus dans la Durance, d'ailleurs. Ils sont là. C'est vrai? Oui, oui. Il y avait une conférence cet après-midi sur le sujet. Ah, bah, très bien. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes, mais qu'il y a des possibilités, il y a des scénarios possibles, et c'est bien ce que ce film montrait, tout ce qui se fait dans différents endroits et qui pourrait marcher. Quand je dis pourrait, personne ne sait. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, mais il y a en ce moment suffisamment de mouvements sur la planète, suffisamment d'institutions d'écologie pour penser qu'il y a une possibilité. Et c'est de cela qu'il faut vivre. Il faut vivre dans cette idée que si on s'y prend bien, on peut y arriver. Hubert Yves, est-ce qu'on prend une première question dans le public? Combien de temps vous avez mis à réaliser le film? C'est pas moi. Moi, j'ai simplement été l'acteur. C'est l'an dernier qu'on a fait ça, ici en France. Ça a mis quelques mois. Du coup, pour suivre un peu la question de cet enfant, combien de temps vous avez mis à réaliser qu'il fallait que vous vous impliquiez dans la sauvegarde de la planète? C'est devenu très progressivement. Quand j'étais étudiant, personne ne parlait d'écologie, personne ne parlait d'environnement. Ces mots-là étaient même inconnus. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas ces problèmes. Ces problèmes sont nés progressivement après la dernière guerre. D'abord, quand on a multiplié les voitures, et donc on a multiplié le gaz carbonique qui était mis derrière les voitures. Au début, on nous disait, moi je me souviens, je discutais avec des amis, moi j'y croyais pas trop, je me disais, mais alors vous exagérez, la Terre c'est grand, vous pouvez pas imaginer qu'on soit en mesure d'influencer la météo. Eh bien, on s'est aperçu que oui. On s'est aperçu que oui. Quand vous retournez si vous volez quelquefois autour de l'océan, vous regardez par la fenêtre et vous allez voir de l'eau. Justement, on parle d'eau. De l'eau, il y en a beaucoup sur la Terre. Quand vous traversez l'Atlantique ou le Pacifique, eh bien, se dire que nous, on est en train de réchauffer toute cette quantité d'eau, ça vous donne une idée de notre puissance invraisemblable. Nous sommes capables d'acidifier l'océan. Ça n'était pas le cas au début, c'est devenu très progressivement. Les humains ont toujours plus ou moins saccagé leur planète. Quand on regarde dans le passé, c'est très récent, c'est très ancien. Mais il n'y avait pas beaucoup d'humains. Et maintenant qu'il y a beaucoup d'humains, ça commence à prendre des proportions. Et je dirais d'année en année, moi j'ai commencé à m'inquiéter vers les 70 à peu près. Je m'inquiétais jusqu'à un certain point. Je faisais aussi des conférences, mais les gens ne croyaient pas. Les gens disaient, vous rêvez, vous fantasmez. Et puis progressivement, les Nations Unies eux-mêmes se sont animés et ont posé deux questions. Il y avait deux questions qui se posaient. Est-ce que la Terre se réchauffe? Premier point. Deuxième point. Est-ce que c'est bien à cause de l'humanité que la Terre se réchauffe? Que la Terre se réchauffe, c'est devenu clair dès les années 1980. On commençait à parler d'un demi-degré de réchauffement par rapport à la période d'il y a 200 ans. On prend comme critère il y a 200 ans, c'est-à-dire avant l'activité industrielle qui commence à peu près il y a 200 ans. Et puis ensuite, la question la plus importante, c'est est-ce que, oui, peut-être que ça se réchauffe, mais est-ce que c'est à cause des humains? Parce qu'on sait bien que dans le passé, il y a eu des glaciations, il y a eu des périodes chaudes, il y a des périodes froides. C'était pas évident que parce que la température montait, c'était à cause des humains. Et c'est là que les Nations Unies ont nommé ce groupe de 3000 scientifiques parmi les meilleurs de la planète, auxquels on a posé cette question. On a dit, faites des modèles, prenez des mesures, travaillez tous autour de cela et répondez à la question, est-ce que le réchauffement que l'on sent est d'origine naturelle
ou d'origine humaine, activité humaine. Tous les 2 ans, ce groupe qui s'appelle le GIEC donne ses résultats. Le dernier, c'était avec une crédibilité de 95%. Là, on ne rigole plus. À 95%, il est évident que la cause majeure du réchauffement, c'est l'activité humaine. Que les phénomènes naturels qui peuvent exister, qui existent, jouent un rôle négligeable par rapport à ce réchauffement. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'y intéresser, d'autant plus que comme j'ai des enfants et des petits-enfants, ben, je me faisais du souci en me disant, mais dans 50 ans, moi, je ne serai plus, mais j'ai des petits-enfants qui ont 10 ans. Ils ont toutes les chances, dans 50 ans, d'être encore là. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète? Est-ce qu'ils vont trouver une planète habitable? Ou bien si ça va être comme ce qu'on retrouve, par exemple, dans les grandes mégalopoles de Chine ou des Indes, où les enfants ne savent même pas que le ciel est bleu, le ciel il est jaune, et les jaunes sales, les maladies respiratoires sont énormes. C'est des choses qui existent déjà. C'est pas des inventions. Vous prenez l'avion, en 12 heures, vous allez à Delhi. Et vous allez voir ce que c'est que de vivre à Delhi en ce moment. Donc, c'est des réalités. Et c'est des réalités qu'il faut combattre. Et ça va prendre toute notre énergie et tout notre génie, parce que nous sommes géniaux, pour résoudre ce problème, si on y arrive, ce que nous souhaitons tous. Donc, l'attitude qu'il faut défendre, c'est une attitude dynamique qui ne sait pas l'avenir, personne ne connaît l'avenir, mais qui se rend compte de ce qui se passe et qui est prêt. Par exemple, je vais vous donner une autre très bonne nouvelle qui existe depuis très peu de temps et qui est due jusqu'à un certain point au pape. Des fois, les influences sont bonnes. Le pape a écrit dans une de ses bulles ceci: sachant que si on extrait tout le pétrole qu'il y a sur la Terre, il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste. Si on extrait tout le pétrole, on va gagner de 5 à 6 degrés. 5 à 6 degrés, ça veut dire des centaines de millions de morts. Ça veut dire l'océan monte de plusieurs mètres, des pays comme le Bangladesh qui sont au niveau de la mer, des îles du Pacifique qui sont au niveau de la mer. C'est pratiquement sûr que si on atteint 5 ou 6 températures, on sera la cause de la destruction de ces gens. Donc, pour lui, c'est un devoir moral. Vous pouvez poser la question suivante: est-ce que vous avez le droit de continuer à tirer du pétrole de la terre, sachant que vous allez occasionner la mort de grandes quantités de gens? Ben, avec ça, ça a eu un impact important. Et aux États-Unis, il y a un grand mouvement. Ça se poursuit en Angleterre. Je ne sais pas où est la France à ce sujet. Ça se poursuit en Angleterre et en Norvège. Ça s'appelle un mouvement de désinvestissement. Ça veut dire quoi? Par exemple, c'est commencé aux États-Unis avec l'université Stanford. Cette université, les universités ont des fonds de pension où il y a énormément d'argent. Ces fonds de pension étaient déposés dans des industries pétrolières. Eh bien, le désinvestissement, ça veut dire qu'ils retirent leur argent des compagnies de pétrole ou de charbon pour les mettre ailleurs. Ben, c'est déjà un pas important. Vous voyez, tout d'un coup, on se rend compte que là, il faut arrêter. Si on n'arrête pas, si on continue à puiser du pétrole comme on le fait parce que ça paye, etc., eh bien, ça va être catastrophique. Ça, maintenant, tout le monde est d'accord. Donc, c'est vraiment urgent. C'est pas simplement de l'alarmisme. C'est urgent. Il faut arrêter de brûler le pétrole et le charbon. On a bien vu dans le film que c'est l'équilibre et l'harmonie avec la nature qui est le point important. Nous, la population humaine, on grandit et on continue à grandir. Et il n'y a pas de prédateur vraiment qui vient nous affecter. C'est quoi le prédateur de l'homme dans l'avenir qui permet de réguler notre nombre sur Terre? Il y a eu beaucoup de solutions qui ont été essayées. Généralement, ça a été catastrophique. En Inde, on a stérilisé les mâles. Ben, ça fait des situations terribles. La seule façon de faire plafonner la population, c'est l'éducation des femmes. Dans les pays où les femmes peuvent aller à l'université, il y a eu des baisses rapides des taux de natalité. C'était le cas en Amérique du Sud,
C'était le cas au sud-est asiatique, un peu partout. On est passé de taux de 5-6 enfants par femme jusqu'à, dans certains cas, 1,5, qui est même problématique aujourd'hui. Le Japon est très inquiet, par exemple, parce que le Japon est en train de se dépeupler, la population vieillit, et ça cause des tas d'autres problèmes. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui marche, quelque chose qu'il faut poursuivre. Le problème qu'on a, c'est avec l'Afrique, où il y a des cultures qui appuient, insistent beaucoup sur le nombre d'enfants. Ça, c'est le cas au Kenya, en Tanzanie, au sud du Sahel. Là, il y a un véritable problème. Et là, on espère bien que le pape, un jour, aura une influence aussi positive que celle qu'il a eue avec le pétrole. Une autre question? Oui, bonjour. Donc, une question qui nous ramène à l'action et l'action locale. La semaine prochaine, vendredi prochain, au Conseil départemental, va être proposée une motion pour augmenter le nombre de tirs sur les loups. Et alors, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, parce que il va falloir voter. Alors, ce qui m'est mis en avant, c'est la souffrance des bêtes élevées, des moutons, c'est la souffrance de ceux qui les élèvent. Et puis d'un autre côté, quand moi je regarde la Terre vue du cœur, je sens qu'il faut que je dise non. Comment faire? Voilà. Quel serait votre... les mots pour expliquer que quand on regarde la Terre côté cœur, il faut dire non. C'est pas si simple. Aujourd'hui se développe, avec tous ces progrès de l'écologie, un nouvel chapitre de la morale qui s'appelle la bioéthique. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a des îles dans le Pacifique où c'était surtout des pirates ou des voyageurs, ont déposé des quantités de chèvres et de rats et de souris. Ces animaux-là détruisent la faune et on voit disparaître rapidement les animaux du lieu. Alors, que faire? Très souvent, une solution qui paraît évidente à première vue ne l'est plus quand on considère les effets secondaires que ça peut avoir. Par exemple, est-ce que vous auriez envie de détruire complètement les chèvres ou les rats ou les souris? Vous voyez, ça pose des problèmes qui sont pas si simples. Alors, les loups, bien sûr, on est tous sympathiques aux loups, c'est vrai, mais en même temps, je peux comprendre que les bergers qui ont des troupeaux de moutons peuvent s'inquiéter aussi. C'est-à-dire, il faut dans tous les cas les considérer cas par cas. Il faut considérer qu'est-ce qui est le mieux de faire. C'est pas toujours possible. Et même si on déteste l'idée de tuer les chèvres avec des mitrailleuses, dans beaucoup de cas, ça a été fait au Galapagos, par exemple, dans les îles Galapagos, où ça, c'est un problème majeur. Chaque fois qu'il y a un problème réel, comme vous le savez, dans la réalité, c'est jamais simple. Il faut éviter la radicalité. Il faut éviter les points de vue. C'est simple, on fait ça. Ça marche jamais parce que ça amène des problèmes qui n'étaient pas prévus. Et il y a beaucoup de cas où ça s'est avéré être très négatif. Donc, je comprends votre point de vue. Je pense qu'il y a maintenant des autorités dans les différents départements. C'est les préfets qui ont... Ces gens-là ont à prendre des décisions. On espère qu'ils prennent les meilleures décisions, mais on ne peut pas, du coup... Je vais vous donner un autre exemple qui se présente aujourd'hui, les pesticides. Les pesticides, dans la vision présente, c'est le mal. Les pesticides, il faut les faire disparaître. Il faut essayer de ne pas en employer. Eh bien, là aussi, un retour historique, des fois, est important. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, dans les années 60, on prévoyait pour l'an 2000 ce qu'on appelait la famine de l'an 2000. La famine de l'an 2000, c'est qu'on se rendait compte qu'à cause des rendements agricoles qui n'étaient pas assez élevés, on allait avoir une famine énorme aux Indes, en Chine. Qu'ont fait les scientifiques?
ils ont développé des pesticides. Ces pesticides ont eu comme résultat qu'il n'y a pas eu de famine de l'an 2000. Donc, les pesticides qui maintenant on réprouve ont joué un rôle utile. Maintenant, nous les avons sur le dos. Il faut essayer de minimiser les dommages, mais on ne peut pas, du jour au lendemain, dire les pesticides, c'est mauvais, ça, c'est bon. Ça, c'est toujours des solutions simplistes, c'est jamais valable. Donc, je pense que c'est important de revoir que dès qu'on entre dans l'actualité, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution simple, il n'y a plus de solution radicale. Et un aspect important et dangereux des mouvements écologiques aujourd'hui, c'est qu'il y a des mouvements qui sont vraiment très radicaux. C'est-à-dire pour lesquels, si l'humanité disparaît, bon débarras. Eh bien, ça, ces points de vue-là ne sont pas acceptables. Il faut tenir compte à la fois des animaux et des êtres humains. Aujourd'hui, on sait que si on arrêtait tous les pesticides en France, il y aurait énormément de faillites chez les fermiers, des agriculteurs, dont le taux de suicide est extrêmement élevé aujourd'hui, justement pour ça. Donc, il faut regarder les deux éléments. Il y a des pesticides qui sont plus dangereux que d'autres, on les élimine. Les autres, on essaie de voir ce qu'on peut faire et surtout de développer des techniques alternes pour pouvoir produire sans pesticides. Ce qui s'appelle, par exemple, la permaculture est un exemple qui montre maintenant même que c'est même économiquement plus rentable que la culture céréalière habituelle. Mais c'est ça que je dis, il faut faire attention aux idées simples. D'autres questions dans le public? Bonsoir Hubert, je suis très très heureuse d'être là ce soir, déjà je voulais vous le dire. Écoutez, moi ce qui m'inquiète énormément, c'est que je me demande comment à l'heure actuelle, j'ai tendance à être un petit peu fataliste effectivement, comment peut-on associer un système mondial capitaliste ultra-mondialisé comme c'est le cas de nos jours avec le fait de vouloir sauver, enfin de devoir sauver la planète. Comment peut-on faire? Voilà, alors j'ai compris dans le film qu'effectivement on peut agir d'un point de vue du citoyen, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir que les systèmes politiques ne se dirigent pas du tout dans cette direction-là, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que maintenant, on se rend compte que le système économique présent n'est pas stable et pourrait nous plonger dans des crises comme celle de 2008 et que c'est quelque chose qui n'est pas durable et qu'il faut chercher un nouveau modèle économique. Et ça se fait dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je dirais que c'est peut-être le principal problème aujourd'hui. Nous vivons sur un système qui est bâti sur la croissance. On vous dit, il faut de la croissance. Mais la croissance dans un espace qui n'est pas infini, ça ne marche pas. La croissance va toujours, si vous continuez à croire, vous allez atteindre tous les plafonds que vous pouvez mettre. Donc, comment aujourd'hui on va remplacer ce système économique par quelque chose qui ne dépendra pas essentiellement de la croissance? On ne sait pas encore. Il y a beaucoup d'essais qui se font. Moi, je n'ai pas de solution. Je ne suis pas économiste, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités un peu partout dans le monde pour essayer de développer un système qui soit plus stable, plus fiable et surtout qui évite les inégalités qui sont toujours croissantes. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'avec les années, la différence entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires va en augmentant. Et ça, évidemment, ça n'est pas durable. Mais là, vous avez tout à fait un problème important et je ne connais pas de solution. Il est 20h47. On est ensemble encore pour une vingtaine de minutes. Alors, je dois l'annoncer ce soir, on m'a dit de l'annoncer. Il y a une soirée qui s'ouvre, c'est la saison théâtrale, le théâtre de Durance juste à côté. Donc il y a un certain nombre de personnes, notamment je pense à certains élus, qui doivent se rendre également à cette soirée. Donc aux alentours de 21h10, certaines personnes vont se lever. Uber Eats, n'en prenez pas ombrage, c'est qu'ils ont des obligations par ailleurs. Voilà. Pas de problème. Mais on est encore ensemble pour une vingtaine de minutes et on va prendre peut-être... Ah ben voilà, donc il parle maintenant. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va encore prendre des questions dans le public. Dans quel projet... Attendez, où est-ce que vous êtes là? J'aime bien voir.
Voilà. D'accord, je vous écoute. Dans quel projet devrait-on s'investir pour changer les choses, en fait? Tous les problèmes qu'on a déjà sur Terre. Oui, bon, je vais parler d'un problème qui est le problème de l'énergie, qui est un des problèmes les plus graves, mais qui a l'air d'être en train de s'améliorer. C'est intéressant d'avoir des bonnes nouvelles des fois. Je me souviens quand il y a une cinquantaine d'années, quand on parlait des énergies renouvelables, que ce soit les éoliennes, le photovoltaïque, tout ça, tout le monde disait ça n'en aura jamais rien, il y en a trop peu, c'est peanuts, il faut absolument continuer à développer l'énergie nucléaire, le pétrole et le charbon, mais sachant que ça c'est limité. Aujourd'hui, il y a un tel sursaut de développement de l'énergie éolienne qu'on envisage éventuellement qu'on puisse se passer du nucléaire, se passer du charbon. Ce n'est pas pour bientôt, mais à l'échelle d'une cinquantaine d'années, ça serait possible. Le problème des sources d'énergie, c'est qu'il faut plusieurs exigences. D'abord, il faut un système, les sources d'énergie, il y a le pétrole, le charbon, le nucléaire, les éoliennes et le photovoltaïque. Ça, ce sont les 5. Alors, il faut choisir parmi un de ces 5-là. Le charbon et le pétrole, il est évident que maintenant, ça n'est plus possible, puisqu'à l'échelle de 50 ans, qu'on le tire ou qu'on ne le tire pas, ça ne sera pas suffisant. C'est quelque chose qui est très limité. Alors, le nucléaire. Bon, le nucléaire, moi, je vous donne mon opinion, mais je connais des gens qui pensent autrement, donc je vous dis, c'est mon opinion. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Le plus vite possible, ça ne veut pas dire demain. Parce que si aujourd'hui on fermait toutes les centrales nucléaires en France, ce serait la catastrophe. Donc il faut lentement essayer de pouvoir les remplacer. Et la seule façon réaliste de remplacer cela par les éoliens, c'est que les éoliens envoient suffisamment d'énergie. Le Soleil envoie sur la Terre 10 000 fois plus d'énergie que ce que nous utilisons. Il s'agit donc de récupérer un 10 millième de l'énergie du Soleil. Ça paraît peu, mais c'est énorme. On n'est pas en mesure de le faire maintenant, mais les progrès sont si rapides qu'on peut penser que d'ici quelques décennies, on y arrivera. Et ça, ce serait la formule idéale, évidemment. Ce serait de pouvoir remplacer les centrales nucléaires par les éoliennes, d'une part. Alors, il y a un autre projet en arrière qui est les hydroliennes, qui sont aussi intéressants. Mais le problème des hydroliens, c'est que ça coûte cher. Si nous étions chauffés à l'hydrolienne, votre note d'électricité grimperait par un facteur 100 à peu près. Je ne sais pas si tout le monde serait prêt à voir monter sa note d'électricité d'un facteur 100. Mais ce sont des choses qui se développent, qui demandent de l'initiative, qui demandent de l'innovation et qui peuvent éventuellement remplacer, je pense, le nucléaire, le charbon, le pétrole. C'est une possibilité. Et la preuve, c'est qu'il y a des pays comme le Danemark qui ont déjà 10 à 20% de leur énergie avec des renouvelables. 10 à 20%, c'est pas rien du tout. C'est quelque chose qui, évidemment, on aura de plus en plus d'éoliennes. On peut aimer ou pas aimer. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau que des pylônes électriques, en tout cas. Mais ça, on n'a pas le choix. Si vous voulez de l'eau chaude dans votre baignoire, il faut consentir à certains sacrifices, et en particulier avoir la planète couverte d'éoliennes. Je ne vois pas d'autre solution. Il y a des efforts du côté nucléaire de ce qu'on appelle la fusion contrôlée. Par exemple, ITER, grand laboratoire ici, est construit pour essayer de montrer que c'est rentable. Parce que la première chose à voir avec une source d'énergie, c'est est-ce que c'est rentable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous en tirez plus d'énergie que vous en mettez au départ?
Si vous en mettez plus d'énergie que vous en tirez, c'est pas rentable. Pour l'instant, la fusion contrôlée, ITER, c'est pas sûr que ça soit rentable. Ces laboratoires sont faits pour tester, pour essayer de trouver si c'est rentable. Donc, on ne peut pas compter, on ne peut pas faire une politique économique sur une source d'énergie qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas complètement maîtrisée. Donc l'enjeu pour vous, Hubert Reeves, c'est la maîtrise de l'énergie et le développement de nouvelles énergies dans l'avenir. C'est ça la priorité aujourd'hui pour préserver la planète? Oui, et puis je dirais, c'est aussi quelque chose que le gouvernement avait fait à un moment donné. Ils ont fait marche arrière. Je crois que c'était une erreur. Ce sont des subventions aux particuliers. Parce qu'installer chez soi des systèmes d'éoliennes, ça coûte cher. Mais l'État aurait tout intérêt à long terme à le faire pour arriver au point où ça puisse remplir toutes les coordonnées. Alors, l'État l'avait fait. Il rachetait l'électricité plus cher qu'il ne vendait, mais ils ont arrêté. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Mais ça me paraît, si disons d'une façon concrète, je dirais, si j'étais le président, ce que je ne suis pas, ni le premier ministre non plus, je dirais, on va axer sur une politique de subvention aux particuliers pour qu'ils installent autour d'eux toutes les capacités de récupérer de l'énergie éolienne et photovoltaïque aussi. Une autre question dans le public? J'ai déjà lu quelques livres concernant des bateaux fabriquant, mangeant les déchets des mers. Qu'est-ce qu'il y a de l'évolution de ce côté-là? Oui, il y a beaucoup de projets qui sont en préparation. Le problème, c'est le rendement. Il ne s'agirait pas de ne tirer qu'un dixième ou un centième. Pour que ça devienne important, il faudrait pouvoir en retirer au moins la moitié. Et ça, c'est un problème quantitatif qui est loin d'être résolu, mais qui pourrait être résolu, qu'il n'y a pas d'obstacle théorique a priori pour y arriver. C'est une question, là, encore une fois, d'innovation. Et c'est le lieu... Ce qu'il y a de bien dans cette crise écologique, c'est qu'elle demande beaucoup d'innovation, elle demande beaucoup d'intelligence, elle demande beaucoup d'idées nouvelles, comment faire quelque chose, comment réussir l'impossible. Les êtres humains sont géniaux. Quand ils décident de faire quelque chose, bien là, ils ont un bel exemple. C'est nettoyer le plastique et empêcher que les tortues meurent en mangeant des feuilles de plastique. Et que nous finissons par manger aussi. Et j'ai appris récemment que même dans l'atmosphère, dans l'air, nous respirons aujourd'hui des microparticules de plastique. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Oui. Une autre question. Bon, aujourd'hui, on entend des expériences très positives, comme sur le vin à Bordeaux, je ne sais pas si vous savez, pour endiguer les maladies de la vigne. Il suffit de reproduire le chant des oiseaux ou certaines, phonétiques, certaines harmonies, quoi. Voilà, dans les champs. Donc, maintenant, c'est avec l'aide d'installations électriques et tout ça qu'on va installer dans les champs pour reproduire le chant des oiseaux qui produisent des hormones sur les végétaux. Et c'est comme ça que les végétaux se protègent de certaines maladies. Donc ça, c'est des choses positives qui avancent. Et par contre, je voulais poser une question, sans être catastrophiste. Vous posez une question à vous, l'astrophysicien. À l'heure actuelle, bon, on sait qu'il y a beaucoup de recherches pour éventuellement chercher la vie dans l'espace, vers l'espace. Mais déjà, quand on parle de tout, je reviens sur Terre, avec tout le pétrole que l'on a extrait, qui est aqueux au départ, et tout le gaz qui continue à être extrait, toutes ces parties donc souterraines qui ont été vidées, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, on sait que rien ne se perd, tout se transforme, donc où est allé tout ce pétrole en fait? À part, on sait, enfin, certains scientifiques disent qu'il y a une partie qui sort de l'atmosphère, et le fait qu'il y ait toutes ces cavités qui se soient vidées dans l'écorce terrestre,
est-ce que ça ne modifie pas un petit peu la vitesse de la lumière, de la Terre sur son orbite? Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui. Voilà. C'est sûr que ça l'a modifié. Mais est-ce que c'est une partie pour 1000 ou une partie pour 1 million? Je n'ai jamais fait le calcul, mais je serais prêt à parier que c'est totalement négligeable. La Terre, c'est gros. La Terre, elle a 6000 km de rayon et le pétrole, on le trouve dans les 100 premiers mètres. Donc, ce n'est qu'une petite fraction du matériel de la Terre qui est bousculé par cela. Mais je ne connais pas vraiment la réponse. D'abord, je vous remercie d'avoir eu la tête dans les étoiles au début de votre existence et les pieds sur terre à la fin. Ça permet effectivement de relativiser beaucoup de choses. Mais à vous entendre, en fait, ce qu'on cherche, c'est remettre la diversité aussi bien dans les énergies que sur la cohabitation des êtres vivants, humains et animaux. Donc, il faudrait qu'on apprenne tous, et pas forcément qu'en Europe, où on a une civilisation qui a une partie de vue sur le monde bien particulière. J'ai fait 7 fois le tour du monde en naviguant avec Aaron Tazieff, et donc je me suis rendu compte que la façon dont pensent les gens dans le Pacifique, en Australie, en Afrique, n'ont pas le même raisonnement que les nôtres, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de visualiser l'ampleur des dégâts sur Terre. Donc je vous remercie d'abord d'intervenir dans ce sens-là. Et puis je voudrais faire prendre conscience aussi, et vous allez me dire si je dis une bêtise, c'est que la Terre ne se réchauffe pas. Les volcans ont émis des tonnes de gaz carbonique et d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Ce qui empêche la Terre de se refroidir, c'est que nous lui mettons un couvercle sur la Terre, sur le ciel. Donc le problème pour moi du réchauffement, c'est plutôt un problème d'étouffement de la Terre par nos activités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le problème de réchauffement, c'est le gaz carbonique. C'est le gaz carbonique qui est émis quand on brûle le pétrole, le charbon. Le gaz carbonique, il fait un effet de serre. C'est exactement comme quand vous faites une serre, vous mettez vos légumes ou vos fleurs et vous mettez une plaque de verre. La lumière du soleil traverse la plaque de verre, réchauffe la terre. Ce qui est réémis, c'est de l'infrarouge. Et l'infrarouge est prisonnier du verre. Sur le CO2. Donc, le réchauffement, c'est essentiellement le fait de brûler du pétrole, du charbon, du bois, tout ce qui se transforme en majeure partie en gaz carbonique. D'accord. Et en plus, en faisant du CO2, on prélève de l'oxygène vital pour la vie de tous les êtres humains. Oui, mais ça, c'est pas un gros problème parce que si on déforeste, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ça, ce n'est pas un grand problème pour l'instant. J'ai entendu dire aussi que la vapeur d'eau, en fait, qui est dans l'atmosphère, joue le rôle d'effet de serre. C'est un gaz d'effet de serre. Et avec le réchauffement, on rentre un peu dans un cercle vicieux, puisqu'il y a une plus forte évaporation des océans et des mers. Ouais. Et donc, on va se retrouver avec une atmosphère de plus en plus humide. À l'échelle planétaire? Oui, en moyenne. Ouais. Mais par exemple, les cyclones qui ont balayé ou failli balayer les États-Unis partent toujours d'une région qui est près de l'Afrique, où l'eau est particulièrement réchauffée par le soleil. Et quand l'eau dépasse 28 degrés, l'évaporation est telle que les cyclones que cela provoque sont de plus en plus violents. Par exemple, nous avons depuis quelques années des cyclones qui dépassent 300 km, des vents qui dépassent 300 km à l'heure. Et ça n'existait pas dans le passé. C'est une manifestation du réchauffement de la planète qu'il y a de plus en plus de gaz d'eau qui est émise dans la... Et on le voit chez nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec ce qu'on appelait les épisodes Cévenol, et ce qu'on appelle aujourd'hui les médicaines, des tempêtes tropicales en Méditerranée, comme il s'en est produit une la semaine dernière entre la Tunisie et la Grèce. Ah bon. Donc des phénomènes de plus en plus fréquents aussi en Méditerranée. Je crois qu'il y a une question d'un petit garçon au fond de la salle. Alors, est-ce qu'il peut se lever? Oui, il est là, il est debout. C'est un jeune fan. Qu'est-ce que la matière ordinaire? C'est comme toi et moi. Nous sommes faits de ce qu'on appelle la matière ordinaire, c'est-à-dire des atomes, des molécules,
C'est ça qu'on appelle la matière ordinaire, parce qu'on sait qu'il y a d'autres formes de matière qui ne sont pas faites d'atomes et de molécules. Nous savons qu'elles existent, mais nous ne savons pas de quoi elle est faite. C'est 95% du cosmos qui est composé de matière qu'on appelle matière sombre et qui nous n'avons aucune idée de sa nature, sauf que c'est pas comme nous. C'est pas fait par des atomes et des molécules et tout ça. C'est un des grands problèmes de l'astrophysique, ça. 95% de la matière nous échappe. Ça veut dire qu'on est loin d'arriver au bout de la science. Hubert Reeves, on arrive à la fin de ces entretiens déjà, et oui, ça passe vite. Une question sur l'eau, puisque c'est le thème de cette 7e édition du Festival de la biodiversité inventaire. On a beaucoup parlé ces derniers temps de découvertes d'eau sur des satellites de Jupiter, je crois, oui. Enfin ailleurs que sur la Terre. Il n'y a pas si longtemps, on disait que si on trouvait de l'eau sur Mars, par exemple, c'était forcément synonyme de vie. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait des avancées de ce côté-là? Alors, c'est pas vrai. C'est vrai que quand on trouve de la vie, il y a de l'eau. Mais c'est pas vrai que quand on trouve de l'eau, il y a de la vie. C'est dans les deux sens, oui. De l'eau, il y en a partout. Là. Les constellations, les étoiles mourantes forment de l'eau en combinant l'oxygène et l'hydrogène. C'est un phénomène très universel. Dans notre système solaire, eh bien, il y a tous les satellites de Jupiter et de Saturne sont faits de glace, mais aussi on sait qu'ils ont de l'eau liquide. Mais oui, voilà. Alors, une toute dernière question, et ça sera pour une petite fille. C'est quoi les rapports entre les recherches dans l'espace et qu'est-ce qu'on peut en faire sur la Terre? Alors, sur la Terre, on a maintenant quelque chose d'intéressant. Il y a dans le ciel, autour du système solaire, des astéroïdes qui sont de très gros cailloux. Et ces cailloux-là, certains sont pratiquement du métal pur, du magnésium. Donc, il y a des projets d'aller chercher des métaux sur des astéroïdes qui tournent autour de la Terre. Et ces jours-ci, si vous écoutez bien les nouvelles, il va y avoir une fusée qui va débarquer sur un astéroïde qui s'appelle Yugu et qui est un astéroïde qui fait beaucoup de métal. Et c'est ces jours-ci, c'est un peu la répétition de ce qui s'est passé l'an dernier avec Rosetta, qui avait été déposer une petite sonde sur la comète. Comment ça? La comète de Halley, non. Non. C'est la comète Shoryu. Elle s'appelle Shoryu. Ben, vous avez vu, il y a eu des photos, il y a eu des films et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se développe maintenant, qu'on sait qu'il nous manque de métaux ici sur la Terre, que dans un avenir, mais qui n'est pas nécessairement très proche, parce que ce sont des techniques extrêmement importantes, on irait capturer un astéroïde et on le mettrait en orbite autour de la Terre, et puis on pourrait aller faire des mines pour avoir, et en particulier, surtout beaucoup de fer et manganèse. C'est surtout du fer et du manganèse. Ça fait partie des projets qui se discutent beaucoup. Hubert Reeves, en conclusion de cette conférence, quel message vous nous adresseriez en cette fin de soirée? Alors, le message le plus important, c'est justement de toujours, quand on agit, d'avoir en vue quel va être l'effet de notre action dans 50 ans. Qu'est-ce que ça va faire de continuer à prendre du pétrole? Qu'est-ce que ça va faire d'avoir une mine d'or en Guyane, par exemple? Voilà un projet très litigieux qu'on a ici. C'est toujours maintenant, ça ajoute une dimension nouvelle. Les droits de l'homme, on disait, les droits de l'homme, c'est du droit à la vie, à la parole, à l'expression. Récemment, on a ajouté un thème, c'était le droit d'avoir un environnement sain. C'est-à-dire qu'on a découvert, évidemment, ça n'existait pas au temps de la Révolution, il n'y avait pas les problèmes qu'on avait, mais aujourd'hui, c'est suffisamment important. Comme je vous ai dit, beaucoup de mégalopoles en ce moment ne sont pas saines, ne sont pas vivables. C'est-à-dire, nos actions ont des portées vers le futur et l'idée d'avoir cela en vue quand on fait quelque chose. Je vous donne un exemple, le barrage d'Assouan, par exemple. Le barrage d'Assouan, en Égypte,
quand on l'a fait, c'était pour irriguer, pour empêcher les crues du Nil. Donc, on a fait un barrage et on a dit comme ça, il n'y aura pas tous les ans des crues dévastatrices. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le sel de la Méditerranée remonte le Nil et les terres deviennent non cultivables. Ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, qui consiste à dire, avant de faire une chose, réfléchissez bien, même si vous savez ce que vous voulez, faites attention, il y aurait peut-être des conséquences que vous n'aviez pas prévues et que vous regretterez. Tous responsables. Tous responsables, bravo. Merci beaucoup Hubert Reeves d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment.